Bonjour, je vous rappelle toujours que dans le cadre de la détermination de la taille optimale de l'échantillon, il faut bien faire la différence, comme nous l'avons bien précisé auparavant, est-ce que c'était une taille d'échantillon afin d'estimer, afin d'estimer la moyenne de la population, comme nous l'avons déjà fait, et il faut bien faire toujours la différence entre le cas d'interagir avec remise, le cas d'interagir sans remise. Est-ce que la précision de l'estimation, est-ce qu'il est fixé en valeur absolue ou bien en valeur relative? Et nous avons déjà déterminé la taille optimale de l'échantillon, donner la formulation de la taille optimale de l'échantillon dans le cas d'interage avec remise ou bien dans le cas d'interage sans remise, que ce soit dans le cas avec une précision fixée en valeur relative ou bien absolue, donc il est fixé en valeur absolue, comme vous le constatez. Et à travers l'exemple qu'on a traité auparavant, l'exemple d'application, nous avons déjà bien constaté comme quoi la taille optimale de l'échantillon dans le cas d'interage avec remise, on aura besoin de 200 individus. Donc si je vais tirer au moins 200 individus, la moyenne de la population que je cherche, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que la moyenne de cet échantillon. La moyenne de cet échantillon, plus ou moins 0,1. Ça, c'est la précision. Plus ou moins 0,1 du x bar. Si jamais je trouve, par exemple, la moyenne de la population du x bar est égale à, par exemple, 12, la moyenne de la population sera 12 plus ou moins 0,1 fois 12, c'est-à-dire 12 moins 1,2 plus 1,2. Donc ça, c'est la moyenne que je cherche à déterminer. Pourquoi? Parce que la majeure partie des exercices qu'on a traités dans le cadre de la théorie de l'estimation jusqu'à maintenant, on vous donne la taille de l'échantillon. La taille de l'échantillon est donnée et on vous demande de déterminer l'intervalle de confiance. Mais dans cet exercice, on suppose que la taille de l'échantillon jusqu'à maintenant n'est pas connue. C'est pour cette raison que je dois la déterminer à travers l'intervalle de confiance, comme nous l'avons déjà fait dans le cadre de la théorie de sondage en utilisant l'inégalité de Bien-Aimé-Tibjev. Il faut bien faire attention que la formulation de la détermination de la taille de l'échantillon, que ce soit dans le cadre de l'inégalité de Bien-Aimé-Tibjev ou bien dans le cadre de l'intervalle de confiance, c'est la même relation. Sauf que dans le cadre de l'inégalité, le t qu'on utilise ici, il est déterminé à partir de l'inégalité de Bien-Aimé-Tibjev, comme nous l'avons déjà vu. Si jamais vous avez par exemple une probabilité de 0,95, on a remplacé le t par racine carrée de 20. Et si vous avez une probabilité supérieure ou égale à 0,90, nous l'avons bien remplacé par 10. Mais dans le cadre de l'intervalle de confiance, en supposant que vous connaissez la loi suivie par la population mère, au lieu d'utiliser t à partir de l'inégalité, on va utiliser t à partir de la loi normale centrée réduite. Donc voilà la différence entre les deux. Maintenant, relativement à la détermination de la taille optimale pour la proportion, on pose toujours la même question. On suppose, on va fixer a priori un seuil de signification, 95% ou bien 99 ou bien 90%. On vous demande de déterminer la taille optimale de l'échantillon n, d'accord, la taille de l'échantillon n, la taille de l'échantillon n, afin d'estimer la proportion de la population P. Donc nous ne connaissons pas P, je ne connais pas P, je ne connais pas la taille de l'échantillon avec une précision égale à A. Ici, on va se limiter dans le cadre de la proportion à ce qu'on appelle une précision en valeur absolue. On peut traiter des exercices où il y a la valeur relative. Donc voilà, toujours mon point de départ, c'est l'intervalle de confiance de la proportion. Comme vous le constatez, j'ai la proportion, l'intervalle de confiance de la proportion, comme je peux très bien le transformer en valeur absolue, en valeur f moins p. Donc il faut bien comprendre cette histoire de valeur absolue. Pourquoi? Parce que vous avez ici la borne inférieure et la borne supérieure, et au centre vous avez p. Donc la différence, c'est-à-dire les deux bornes, ça sera soit p moins t alpha sur 2 sigma f, ou bien p plus t alpha sur 2 sigma f. C'est l'étendue de l'intervalle. Donc je peux le transformer, comme vous le voyez, en valeur absolue. Et ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est cette distance, c'est-à-dire la différence entre c'est la précision de l'estimation. La différence entre f et p, c'est ce qu'on appelle le degré de précision. Comme nous l'avons déjà fait pour le cas de la moyenne, c'est-à-dire la différence entre x bar et m,
ou bien F et P, et comme nous l'avons déjà fait, je pense, dans le cadre de l'inégalité de biais multiplicatifs. C'est-à-dire, nous l'avons bien traité dans le cadre de la convergence, et nous avons dit comme quoi, pour que F converge vers P, il faut que prévoir une taille d'échantillon suffisamment grande. C'est le principe de la loi des grands nombres. Donc voilà, cette précision de l'estimation, on va la considérer comme étant est égale à A. Donc F moins P est égal à A. Donc F moins P inférieur ou égal à A. Donc c'est pour cette raison, pour déterminer la taille de l'échantillon, donc je vais faire la liaison entre la relation 2 et la relation 3. C'est-à-dire T sigma 2, donc T sigma 2 fois sigma F, inférieur ou égal à A. Inférieur ou égal. Et à partir de là, je vais déterminer la taille, la formulation de la taille optimale de l'échantillon. Bien. Donc, partant de là, donc là, c'est-à-dire, voilà, donc je vais, c'est-à-dire, vous avez T sigma multiplié par sigma F dans le cas d'interagir avec remise, c'est racine carrée de P fois 1 moins P divisé par N, d'accord, inférieur ou égal à A. Donc, pour se débarrasser de la racine carrée, je vais la porter au carré, d'accord. Donc, voilà, donc si vous continuez donc sur la même, de façon analogique par rapport à ce qu'on a déjà fait dans le cadre de soit la moyenne ou bien l'inégalité du bien multiplicatif, on va trouver comme quoi que la formulation générale de la détermination de la taille optimale de l'échantillon, ce n'est rien d'autre que n supérieur ou égal à t. Il est déterminé à partir de la loi considérée généralement la loi normale centrée réduite. P, c'est la proportion de la population, fois 1 moins P divisé par la précision qui est donnée en valeur, ici, comme vous le voyez, il est donné en valeur absolue. Donc ça, c'est le cas d'un tirage avec remise. Dans le cas d'un tirage sans remise, c'est le même principe. Au lieu de multiplier par racine carrée de P fois, vous allez multiplier, rajouter le coefficient d'exhaustivité. Grand N moins N, voilà, grand N moins N, c'est grand N moins 1. Et par le même principe, donc vous avez une équation avec un seul n qu'on est petit n, donc je dois déterminer petit encadré petit n, qui est, ce n'est rien que la taille de, c'est la taille de la population, c'est la taille de l'échantillon optimal. Donc ça, c'est la taille de l'échantillon optimal, d'accord? Dans le cas d'un tirage sans remise, mais faites attention dans le cadre des exercices, si vous n'avez pas, par exemple, on ne vous donne pas la taille de la population, c'est pas la peine, donc vous allez l'assimiler à un tirage avec remise. Mais si vous avez la taille de la population, il faut appliquer donc cette formule, comme nous l'avons déjà fait dans le cadre de l'exercice précédent. Bien, donc la taille optimale de l'échantillon dans le cas d'un tirage sans remise, voilà, il est donné par cette formulation. Et théoriquement parlant, il faut trouver une taille d'échantillon si jamais vous utilisez le tirage sans remise qui sera inférieur ou égal par rapport à celui du tirage avec remise. Pourquoi? Parce qu'il y a le coefficient, le fameux coefficient d'exhaustivité. Et ce coefficient d'exhaustivité, il est inférieur ou égal à 1. Donc voilà, à travers un exemple, voilà, on désire connaître le nombre de garages qu'il est souhaitable de construire afin que les locataires d'un ensemble d'habitations puissent garer leurs voitures. Donc on a plus, voilà, donc je cherche la taille de c'est-à-dire la taille de l'échantillon. On suppose que la proportion P des ménages possédant une voiture est égale à 30%. Ici, c'est une variable qualitative, posséder ou non une voiture. C'est la raison pour laquelle on va travailler par la proportion. Donc la question, quel est le nombre de ménages à interroger afin d'estimer la proportion P, je ne connais pas P, de la population avec une précision plus ou moins égale à 5%. Donc faites attention ici, la précision de l'estimation, elle est donnée en valeur absolue, 5%. D'accord, 5%. Bien. Même si c'est un pourcentage, parce qu'on travaille sur la proportion, c'est un pourcentage, mais il est en valeur. Ce n'est pas 5% de P, c'est F moins P. Nous allons voir la différence entre la fréquence observée et P ne doit pas dépasser 5%. Donc, il est donné en valeur absolue. Je sais très bien, donc on va appliquer donc la formule qu'on a déjà donnée, c'est-à-dire de la taille optimale de l'échantillon. T au carré, c'est la loi normale centrée réduite. P, il est donné, est égal à 0,3. 1 moins P0,7, A est égal à 0,05. Et non pas, faites attention, et non pas 5% fois P. C'est uniquement, c'est une valeur, il est donné en valeur absolue. Bien. Voilà donc par application numérique, la taille de l'échantillon, si on fait l'application numérique, il faut prélever, faites attention ici dans l'interprétation, il faut prélever au moins, c'est-à-dire à partir de 323 individus, au moins, parce que n est supérieur ou égal, au moins. C'est-à-dire le minimum, c'est 323 et plus. Si vous prélevez, par exemple, 400, c'est mieux. D'accord? Mais
pas moins de 323. Donc l'interprétation, si je prélève 3300, au moins 3300 ménages, je vais interroger, pardon, le nombre de ménages à interroger est au moins 3323, mais c'est quoi le résultat? Le résultat, n'oubliez pas que je cherche P. P, il est inconnu. D'accord? Le résultat que je vais trouver, c'est que P que je cherche à déterminer, d'accord? Ou bien P que je cherche à déterminer à travers cet échantillon, P, ça sera plus ou moins 0,05. Ça sera, c'est-à-dire la proportion des gens qui auront une voiture, ça sera entre 25% et 35%. Pourquoi? Parce que je vais rajouter ou bien retrancher la précision de l'estimation qui est T sigma F 0,05, comme l'avons bien expliqué dans le cadre de la théorie des sondages et en particulier dans le cadre de l'inégalité de Bien-Aimé-Tibetchev. Donc P, ça sera comprise entre les deux intervalles avec un risque de 5%. Donc faites attention dans cet exercice, il ne faut pas confondre le risque avec la précision de l'estimation. D'accord? Le risque et la précision de l'estimation. Donc avec un risque de 5% et une précision de l'estimation plus ou moins égale à 5%. Donc voilà pour cette partie qui concerne la précision de l'estimation. Donc je vous rappelle que dans le cadre de cette deuxième partie, la théorie de l'estimation, on a bien mis l'accent sur le fait que l'estimation, ce n'est rien d'autre que le fait de déterminer les paramètres de la population généralement inconnus, comme l'avons bien précisé dans ce schéma. Donc je ne connais pas les paramètres de la population, je dois choisir un échantillon, c'est ce qu'on a fait dans le cadre de la dernière partie de cette théorie d'estimation, la taille optimale de l'échantillon, donc il faut déterminer n. Vous allez déterminer x bar. Si vous ne connaissez pas la moyenne de la population, vous allez voir dans quelle mesure ce que vous avez calculé sur l'échantillon pourra être considéré comme étant un bon estimateur. Un bon estimateur, il doit être sans biais, convergent, efficace et de faible dispersion. Et si jamais vous ne connaissez pas la variance de la population, je dois chercher, on va se limiter uniquement dans le cas de secours à son estimateur sans biais, ponctuel. On a bien démontré comme quoi, si je ne connais pas la variance de la population, son estimateur, c'est S' au carré dans le cas d'interage avec remise, ou bien S seconde au carré dans le cas d'interage sans remise. Si je ne connais pas la proportion de la population, son estimateur, c'est la fréquence observée sur l'échantillon. Donc je vous rappelle que après avoir déterminé donc donné la définition, nous avons donné, c'est-à-dire une description sur les qualités ou bien les propriétés pour qu'on puisse dire que c'est un bon estimateur ou non à travers 4 propriétés. Dans les principaux estimateurs, on a bien répondu à la question si jamais je ne connais pas M et la proportion des estimateurs, c'est x bar et la fréquence observée. Si, par exemple, je ne connais pas la variance dans le cas d'interage avec remise, c'est sans remise, nous avons bien démontré que dans le cas d'interage avec remise, S' au carré, c'est l'estimateur sans biais, et dans le cas d'interage sans remise, c'est S seconde au carré. Par la suite, à travers, donc, nous avons bien démontré comme quoi l'estimateur ponctuel présente des limites, ne vous donne pas la possibilité, ou bien le risque de se tromper, 5%, 1%, 10%, etc. C'est la raison pour laquelle nous avons bien entamé l'estimation par intervalle de confiance, que ce soit pour la moyenne ou bien pour la proportion, c'est-à-dire l'utilité de l'intervalle de confiance pour la proportion ou bien pour la moyenne ou bien pour l'effectif et la somme sous certaines conditions, vous donne la confiance au résultat, c'est-à-dire la confiance à donner aux paramètres que vous cherchez à estimer. Donc 5%, 95%, 90% ou bien 99%. Par la suite, on a conclu la partie de l'estimation à travers la précision de l'estimation, c'est-à-dire la taille optimale de l'échantillon, étant donné qu'on va fixer a priori c'est-à-dire avec un degré de précision et un niveau de confiance fixé a priori, on a bien répondu à la question quelle est la taille optimale de l'échantillon. Donc je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans de nouvelles séances afin de traiter la troisième partie qui consiste à tester les hypothèses de ce qu'on appelle les tests d'hypothèses.